il traite Poutine de criminel. Il nous l'a encore l'autre jour fait une conférence de presse en expliquant que la Russie était un danger. Devant Darius Rojban, aussi un autre traité de pro-russe, Viktor Orban a expliqué que la Russie ne connaissait que la force et que le problème, c'est que l'Europe était trop faible. Voilà, donc la suite et fin de cette émission consacrée à présent à cette situation en Ukraine, donc trahison ou soumission, bien sûr un titre provocateur, mais en tout cas, on peut se demander en effet comment Macron peut dire qu'il protège les Français alors qu'il envoie des milliards à l'Ukraine et laisse l'école, l'hôpital et la sécurité s'écrouler. Vous avez beaucoup parlé sur ce sujet. Florian Philippot, quel constat vous faites après tous ces mois de situation en Ukraine ? Qu'il se passe absolument ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire que dès qu'il y a une chance de paix, vous avez un camp qui fait tout pour que ça dégénère systématiquement. Voilà, et Macron est une des têtes de pont de ce camp. J'ai été frappé de voir que la veille de négociations d'Istanbul, vous avez eu l'opération toile d'araignée zelenskyste, qui évidemment a compromis les négociations de paix sous l'égide de Trump. Opération qui était évidemment pas 100% ukrainienne. Il faut arrêter de nous prendre pour là aussi des idiots. C'est-à-dire qu'une opération pareille montée sur 18 mois, il y avait au minimum le MI6 britannique et peut-être d'autres puissants, peut-être la France, peut-être la Pologne. Et donc en réalité, et là on voit que donc le Premier ministre ukrainien est venu voir Bayrou il y a 3-4 jours et il est ressorti avec un nouveau chèque de 200 millions. Le lendemain, ils annonçaient qu'ils n'allaient peut-être plus rembourser les maladies chroniques en France. Bah effectivement, il faut bien trouver l'argent. On nous annonce que Renault irait fabriquer des drones en Ukraine, ce qui est le meilleur moyen pour que Renault ne vende plus jamais une seule voiture en Russie, alors qu'on était à l'état numéro 1 avant les idiotes sanctions de l'Union européenne, anti-russe. Et par ailleurs, si Renault s'amuse à mettre une usine de drones en Ukraine, je pense que ce sera une cible de premier choix pour les Russes qui s'évertueront en quelques jours de la balayer de la surface de la terre ukrainienne. Donc on est dans un truc délirant. On va bientôt tous recevoir notre manuel de survie parce qu'il nous est promis pour l'été. Pour l'été. Il est en retard. Donc, l'été, c'est le de 21 fermer juin. les portes contre les bombes. Tous les jours, je guette ma boîte aux lettres. Où est le manuel de survie pour organiser cette Pensez à bien fermer nos portes. ce retour à l'envoyeur qui sera une belle opération nationale. À mon avis, ils vont se prendre des millions de retours à l'envoyeur. J'attends ça avec impatience. Oui, qui nous apprendra effectivement qu'en cas d'attaque nucléaire russe, il faudra bien fermer nos portes. Effectivement. Donc on est dans ce délire qui continue. Alors on en parle plus ou moins selon l'actualité, mais le problème c'est que Macron, lui, il avance dans sa coalition des volontaires avec Starmer et puis le nouveau dingo de la bande qui s'appelle Merz. Avant, il y avait quand même un endormi qui était Scholz. C'était pas mal qu'ils soient endormis. Aujourd'hui, c'est Merz, dont Trump a dit dans le bureau ovale qu'il était un peu dans la continuité d'un chancelier allemand très connu des années 30, puisqu'il lui a quand même dit, je ne sais pas si vous avez vu cette scène, demain c'est le 6 juin, c'est une mauvaise date pour vous. Et Merz a d'abord répondu oui, et puis il s'est repris, il a dit non, c'est le jour où notre pays a été libéré du nazisme, etc. Mais ce qui était un moyen, je ne sais pas, assez subtil de la part de Trump de mettre Merz dans la continuité des vieux démons allemands. Et honnêtement, ce que fait Merz, c'est ce que dit Merz en ce moment, oui, ça nous fait penser aux vieux démons allemands. Donc si vous voulez, l'Union européenne est hystérique, on en avait parlé dans la dernière émission, elle a son agenda. Son agenda, c'est créer son armée, c'est de nous piquer la dissuasion nucléaire. Macron sera tout prêt à le donner sans aucun problème, ou tout du moins de positionner des armes nucléaires, par exemple en Pologne, ce qui fera que nous perdrons notre indépendance, puisqu'on sera dans une relation contractuelle avec d'autres pays, et qu'en plus, nous serons nous aussi des cibles de premier choix si ça dégénère. Donc l'Union européenne est vraiment une plaie. Je redis qu'il faut quitter l'Union européenne, et j'y ajoute l'OTAN, dont on a appris hier soir un gros scandale de corruption. Renseignez-vous, parce que la presse française ne va pas en parler beaucoup, mais une agence de l'OTAN qui est stratégique, qui gère les contrats d'armement, a été prise la main dans le sac. Des gens ont été arrêtés, mis en tôle, parce qu'il y a de la corruption à tous les étages. Donc toutes ces institutions sont corrompues, elles sont bellicistes, elles nous piquent notre souveraineté et elles veulent nous mener vers la guerre. Il est temps de les quitter et de défendre à nouveau une diplomatie française qui défende les intérêts de la France et la paix. Voilà, donc ça c'est dit. Régis Le Sommier, alors vous êtes évidemment très,
très très investi sur ce sujet puisque vous consacrez de nombreux numéros à ce qui se passe en Ukraine. Ça vous surprend pas non plus l'évolution de ce conflit ? L'évolution de ce conflit, si, ça me surprend. C'est un des conflits les plus inattendus, on va dire, des 20 dernières années. Depuis que je couvre des conflits, j'ai jamais vu un conflit pareil. Quelque chose d'aussi monstrueux. C'est horrible. Ce conflit est horrible. J'y ai fait 7 séjours qui ont tous été extrêmement marquants. Et je vois aujourd'hui l'évolution de ce conflit dans une perspective qui était prévisible dès le départ. Il suffisait de prendre simplement la population de la Russie, qui est, je crois, 141 millions d'habitants dans mes souvenirs, celle de l'Ukraine qui était autour de 40 millions. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 30 environ. Pour savoir que le pays qui a 30 millions d'habitants ne va pas vaincre celui qui a 141 millions. Il y a un problème de masse critique, il y a un problème d'armée, et autour de ça s'est construit une narration du conflit ukrainien complètement absurde, complètement surréaliste. En ce moment, là, je regardais tout à l'heure, il y a des compilations, des déclarations qui ont été faites, en particulier sur LCI, aux différentes étapes de ce conflit. Oui. À chaque fois, on est dans des déclarations absolument dingues qu'on regarde rétrospectivement en disant mais comment ces gens-là ont pu dire des choses pareilles ? Des anciens généraux, je ne vais pas les commenter, on ne va pas faire le procès d'LCI ce soir. D'ailleurs, ils ne sont pas seuls. Tout le service public, c'est dans l'air, etc. C'est exactement la même chose. C'est d'ailleurs souvent les mêmes invités. Et ce petit milieu a chanté les gloires de l'Ukraine en gommant tout le reste et en espérant finalement ardemment la victoire de l'Ukraine. On peut souhaiter ardemment la victoire de l'Ukraine, mais il faut regarder les choses de façon réaliste. Et le problème, c'est qu'il reste encore aujourd'hui des gens prisonniers de cette narration, et en particulier Emmanuel Macron. J'étais surpris l'autre jour de l'écouter alors qu'il était à Mayotte, reprendre la théorie de la guerre d'agression gratuite de Poutine le 24 février 2022, d'une puissance impérialiste contre son voisin, petit voisin qui essaye de survivre, etc., etc. Aujourd'hui, on a quand même pris pas mal de recul, on a appris beaucoup de choses avec cette guerre en Ukraine, on a appris des choses que les médias avaient peu couvert, toutes les conséquences du Maïdan, de la révolution de 2014, tout ce qui s'était passé dans le Donbass. Le Donbass n'est pas né par hasard, et progressivement, on va dire, la vérité commence un peu à émerger, et voilà, et le côté, les salauds d'un côté, les gentils de l'autre, on a quand même beaucoup évolué. Et c'est là où je voudrais attirer votre attention, sur le déroulé de la guerre. J'entendais tout à l'heure citer la question de l'usine Renault qui va être sollicitée pour construire des drones. Aujourd'hui, les objectifs des Russes, ceux qui suivent un peu le conflit, voient que depuis environ 3 semaines, les Russes frappent comme des malades toutes les nuits à coups d'Iskander, à coups de Kaliber, à coups de drones sur des installations du potentiel militaire ukrainien, mais pas simplement sur du matériel militaire, mais sur aussi les usines de fabrication, prioritairement les usines de fabrication d'armement, de missiles, de blindés, etc., etc. On peut imaginer que notre Renault national arrivant là-dedans va devenir une cible prioritaire. Je suis étonné, quand j'entends le ministre de la Défense, Sébastien Cornu, ne pas évoquer cette possibilité. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des usines souterraines, mais même les usines souterraines, les Russes, ils ont des bombes, les Américains appellent les bunkers buster bombs, c'est-à-dire des trucs qui sont capables de pénétrer en sous-sol et à 10 mètres du sol de vous faire exploser quelque chose. Donc, voilà, je ne vois pas comment on va pouvoir construire, et c'est valable pour les Allemands, puisque Friedrich Merz a promis des constructions de missiles de longue portée en Ukraine, donc de fabriquer une usine sur le sol ukrainien. Donc voilà, donc on continue cette fantasmagorie, et arrive l'autre épisode dont vous avez parlé, qui est justement le projet d'envoi de troupes. Alors, au départ, c'était Macron qui avait dit « je vais envoyer des troupes »
je dois envoyer des gars à Odessa. Il avait dit ça en 2024. Donc c'était Le Monde qui rapportait ça, ce propos. Il voulait envoyer des Français. Il y avait eu à l'époque tout un émoi. Poutine avait dit attention, si vous envoyez des soldats, c'est l'OTAN contre la Russie et la guerre. On avait parlé de menaces nucléaires, etc., etc. Progressivement, Emmanuel Macron a révisé son point de vue et il continue à penser avec Keir Starmer qu'ils peuvent envoyer des troupes dans le cadre du processus de paix décidé par Donald Trump. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas le choix. Et d'ailleurs, le grand intérêt de Donald Trump dans cette guerre, même si elle est loin d'être terminée, c'est d'avoir rendu le mot paix non tabou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde parle de paix. Je vous signale qu'il y a 6 mois avant l'élection de Donald Trump, vous étiez pro-russe. Si vous évoquiez la paix ou les négociations, c'était d'ailleurs arrivé au chef d'état-major de l'armée américaine en novembre 2022 déjà, qui disait il n'y a pas de solution, il faut aller vers la négociation. Il s'était fait tancer et remettre à sa place par Anthony Blinken. Donc la diplomatie à l'époque la diplomatie américaine remettait des paquets de sanctions et des paquets d'aide militaire à l'Ukraine, tandis que les militaires qui étaient un peu plus réalistes, eux parlaient de négociations. C'est quand même assez intéressant de voir quand on suit, de déchiffrer ce qui a pu se passer. Mais pour terminer, aujourd'hui même, quand Emmanuel Macron reparle de ses forces de, je ne sais plus comment ils appellent ça, il y a un réassurance. Voilà, ils ont trouvé un terme. Moi, j'avais eu l'occasion de m'entretenir avec le conseiller de l'Élysée, Emmanuel Bonne, justement sur ces notions-là, et il m'a expliqué que c'était dans le cadre du processus de paix, etc. Mais même, je l'avais dit, pour les Russes, c'est casus belli. Donc ça veut dire que la présence des Français en Ukraine, alors quand elle est tue, parce qu'aujourd'hui il y a déjà des Français en Ukraine, déjà des Anglais, il y a déjà des Américains, il y a tout ça depuis le début, mais quand officiellement, si on envoie des troupes dans le cadre d'un processus de paix, ça ne sera pas possible. La Russie ne l'acceptera pas. Alors pourquoi continuer à s'entêter plutôt que de réfléchir à une solution alternative? Par exemple, ça peut être des peacekeepers venant de pays neutres, entre guillemets, peut-être des soldats indiens, par exemple, ou d'autres nationalités qui ne sont pas dans l'OTAN. Parce que la Russie ne l'acceptera pas, c'est tout. Et donc le fantasme, il est là. On va construire des usines en Ukraine pour aider les Ukrainiens. Ah oui, mais les Russes, ils vont les taper. Voilà, on va envoyer des troupes. Et les Russes vont rien dire. Non, c'est pas possible. Dès qu'on a compris que Macron ne veut pas la paix, on comprend tout. Bien sûr. Oui, mais Macron, si on part du voulant pas la principe qu'il est paix, rationnel et qu'il veut la paix, on comprend rien. C'est un peu comme pendant le Covid. Hein. Si on partait du principe qu'il voulait aider la population française, on comprenait rien. Oui, mais si on Pourquoi il comprenait veut pas la paix d'après vous? Mais parce qu'il a besoin de ça. Parce qu'il en a besoin. Mais parce qu'il a besoin de Son agenda ça. politique. Mais il a gagné la dernière fois 8 points dans les sondages quand il a fait un 20h, enfin une allocution pour dire nous sommes en guerre à nouveau. Hein, on est toujours en guerre avec lui sur l'Ukraine. C'est magique, c'est formidable. Tout le monde se met au garde à vous. Vous n'avez pas d'opposition au Parlement. Ils tremblotent comme des feuilles. Là, le RN, la LFI, LR, PS, tout ça. Ils tremblotent. Ils osent rien dire. Ils votent tout. Ou au mieux, ils s'abstiennent. Ils laissent passer. Donc, c'est formidable pour lui. Et puis, imaginons une élection en 2027. On est en état de guerre réel. Ou quasiment. Est-ce qu'on va faire une élection dans ce contexte? On va peut-être faire une petite Zelensky, c'est-à-dire qu'on va reporter l'élection. Il avait déjà joué. Et puis il grattera 2 ans de plus. Il avait déjà joué cette partition contre Marine Le Pen la dernière fois, en disant je ne ferai pas de meeting parce que je m'occupe de la guerre. Oui, donc il faisait des vidéos qu'il produisait depuis l'Élysée. D'ailleurs, à la faveur d'une de ces vidéos, il a dévoilé une conversation avec Vladimir Poutine qui a été rendue publique, ce qui fait que les Russes ont coupé la ligne directe. Les Russes, depuis ce jour-là, n'ont pas communiquer avec l'Élysée directement parce qu'ils se sont aperçus que l'Élysée utilisait les conversations dans des clips de campagne. Voilà. Vous les avez combien de parlementaires qui veulent le destituer malgré tout ça? 0. Voilà, 0 sur 950. Ils le veulent, mais le font pas. Ça a été lu, hein. T'as résumé le truc, c'est totalement dans son intérêt. Juste avant, j'ai quand même une petite phrase que je voudrais lire au cas où il y a des gens qui soient passés à côté. C'est la dernière déclaration du secrétaire général de l'OTAN qui a déclaré il y a 3 jours « Nous sommes plus puissants que l'Empire romain, l'Empire napoléonien. Nous sommes plus puissants que l'Empire romain, l'Empire napoléonien. Nous sommes les plus puissants de l'histoire du monde. » Voilà, pour en donner le... Bon, ils se sont tous pété la gueule, mais bon. Effectivement, il a totalement intérêt, comme tu le dis, dès qu'on comprend qu'il a intérêt à ce que ça perdure. C'est comme quand on dit l'affaire des bombardiers stratégiques, c'est le Pearl Harbor russe. On sait comment a terminé Pearl Harbor. Exactement. L'Empire napoléonien. Il y a 3 intérêts pour Macron. Le premier, c'est que c'est le dernier narratif de division.
Macron enchaîne systématiquement un narratif de division. C'est-à-dire que toute la population française est coupée en deux. Là, c'est les poutinolâtres contre les démocrates. Avant, c'était les antivax complotistes contre les gens qui veulent le bien des autres. Avant, c'était les factieux séditieux gilets jaunes contre les démocrates. Il y a toujours un narratif de scission en deux de la population pour se maintenir. Donc ça, c'est son premier intérêt. Son deuxième intérêt, c'est que ça lui donne une petite aura de chef de guerre charismatique, parce qu'il y a visiblement encore des gens qui croient que bombarder Poutine, c'est plus simple que pas de se prendre une giflette par sa femme. Et le troisième avantage aussi, c'est que ça lui permet de trouver un narratif de justification à l'avancement de son projet européen. Mais qui est un prétexte. Il faut bien comprendre que des déclarations de la Macronie sur la nécessité d'un partage de la bombe ou d'une armée européenne, on en retrouve en 2017. Que vous ayez eu la guerre en Ukraine ou pas, vous l'auriez eu. On parlait tout à l'heure du PSG, il y a des déclarations, la reconnaissance faciale, vous l'auriez eu, même s'il n'y avait pas eu le PSG. De la même manière que là, Retailleau nous dit les narcotrafics vont faire que dans Darmanin, on est obligé de supprimer l'argent liquide ou d'y penser. Il y a des déclarations en 2019 de Darmanin qui, pour un total autre prétexte qui était la lutte contre le blanchiment d'argent et les dérives de la finance, disait il faut interdire l'argent liquide. Donc que ce soit l'argent liquide, et comme on parlait tout à l'heure sur le porno, moi je pense, petite prévision, allez, que l'interdiction du porno sert à justifier dans 2 mois l'interdiction des VPN en France. Ils vont dire, regardez, les jeunes utilisent des VPN pour contourner notre truc, ça perd l'hypopète, on l'avait pas vu venir, faut interdire les VPN. Donc la Macronie, ce n'est que ça, c'est appliquer un agenda supranational européen ou otanesque, et de trouver dans les faits divers ou dans les faits de société... Ou de les susciter. Voilà. Ou de les laisser faire, de les susciter, de les aggraver, de trouver les prétextes pour appliquer un agenda qui est défini avant. Tu arrives avec un agenda... C'est pas hyper compliqué à comprendre, mais manifestement à l'Assemblée nationale et au Sénat, ils ont du mal à le comprendre. Et tu as 7 ans pour trouver le narratif qui va permettre de justifier chaque point du programme. Mais ces gens l'avaient déjà prévu avant. Est-ce que c'est, comme d'ailleurs par rapport à Israël... avec ce conflit entre Gaza et la Palestine, est-ce qu'on peut encore critiquer ce conflit en Ukraine, vouloir la paix sans être immédiatement accusé de faire le jeu du Kremlin, Régis Le Sommier? Moi, je pense qu'on a évolué grâce à un travail de médias dits alternatifs. Je vais pas me dire le mien, mais on est d'autres. Hein, on n'est pas. Et puis il y a eu des personnalités aussi, des gens. Je pense à Pierre Lelouch, par exemple. Je pense à Henri Guénaud, des gens qui sont montés au créneau, qui ont été accusés d'être pro-russes, qui sont tout à fait respectables à la base, et puis qui ont une petite expérience de la diplomatie, une petite expérience à l'international, et qui ont dit attendez, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un comme Arnaud Klarsfeld aussi, qui est sorti du bois tout à coup au milieu de cette guerre pour expliquer que les Ukrainiens avaient fait quand même des choses pas très très claires pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, on l'avait complètement oublié. Et regardez après les trésors d'imagination qu'ont fait le camp du bien, je veux dire, pour masquer les patchs d'Azov, toute référence à la Seconde Guerre mondiale, alors que tout était là. Bon. Ce que je veux dire, c'est que malgré tout, il y a quand même en décalé des choses aujourd'hui qu'on peut dire sans, je dirais, voilà, des choses qui se rapprochent de la réalité. Il y a une lecture du conflit aujourd'hui qu'on peut avoir qui ne condamne pas l'Ukraine. C'est pas ce que je veux dire, c'est qu'on est un peu sorti, me semble-t-il, de la rhétorique. Attention, on émet quelque chose de critique sur le conflit et sur la façon dont l'OTAN et la France y mènent la guerre, par exemple. Immédiatement, on fait le jeu de Poutine, etc. Je pense que c'est un peu en train de disparaître. L'élection de Trump a un petit peu... Oui, également. Et la perspective, notamment donnée par des personnes comme J.D. Vance, est très intéressante. En fait, je suis moins sûr de ça, mais en fait, je m'en fiche. C'est-à-dire que je dis je suis moins sûr parce que nous, nos toutes dernières manifs pour la paix, il y avait beaucoup de monde. Ce printemps, on a été au contraire, les médias mainstream sont un peu revenus. Ils n'étaient pas là depuis longtemps, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas venus. On a eu France 2, on a eu TMC la dernière fois, et ils nous ont fait des trucs derrière, hyper caricaturaux, les pro-Poutine défilent. TMC, ça c'est curieux. Yann Barthès. Très étonnant. Ça c'est vraiment... Oui, très étonnant. Et puis France 2, c'était complètement d'enquête. Hein, et puis même Le Parisien fait un papier très dégoûtant, etc., mais sans surprise. Donc, qu'on ait pu, qu'il y ait un changement des grands médias, des anciens grands médias, des médias traditionnels, un changement de regard, j'y crois pas. En revanche, mais j'ajoute, je m'en fiche, parce qu'en fait, qu'on nous dise, moi j'ai vécu le combat Covid pendant des années, on m'a traité de complotiste de tous les mots, j'en ai rien eu à faire en fait. Ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Là, qu'on me dise poutinien,
agent russe ou je sais pas quoi, je m'en fiche complètement en fait. Donc il faut juste faire ce qu'on croit être juste, et il faut le faire. Ils drifteront. Donc moi, je suis pas du tout, je suis complètement imperméable à tout ça. J'ai même envie de dire, s'ils reviennent pour nous diaboliser, ça prouve que ça dérange. Et qu'on a atteint une masse critique de manifestants et de protestations qui commencent à inquiéter un peu le pouvoir, qui est obligé d'envoyer ses chiens de garde. Le lendemain de l'armistice, les médias diront le discours inverse. Ils vont drifter en 24 heures, tout le monde le sait. Et souvenez-vous avec l'Irak. Oui, exactement. Et d'ailleurs, quand il y avait un peu cette période où on pensait que Macron était en train de dire bon, ça y est, maintenant il faut trouver la paix, tous les médias disaient ah bah voilà, enfin une position raisonnable, il faut que l'Ukraine arrête. Ça a duré une semaine et puis ensuite ils sont revenus sur le truc. Ils drifteront en 24 heures, ils font ça à chaque fois. Et ils diront que les damnés d'hier, finalement, bon, bah, on va pas dire qu'ils ont raison, mais ah bah oui, mais à l'époque vous ne pouviez pas savoir. Ça va être toujours le grand argument. Les mecs sont capables de tout. D'ailleurs, je vais une petite blagounette. Notre ami de Conspiracy Watch là, dans sa dernière revue de presse, dans son dernier truc de la semaine, il traite Didier Raoult de complotiste parce qu'il dit que le vaccin vient pas d'un labo. Alors que c'est selon maintenant le truc accepté par tout le monde. Le mec, ils n'en ont rien à foutre. Ils ont traité enfin, ils s'en foutent. À la seconde où la version officielle changera, où le narratif changera, c'est à vous, ils drifteront. Ils en ont rien à foutre. Et le même éditorialiste qui venait la semaine d'avant vous dire qu'il fallait déglinguer Poutine vous dira que maintenant il faut être raisonnable. Parce que c'est aussi le mec qui a couvert le Covid, le PSG, la rubrique cuisine, la météo. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter de ça. Si tu sais que tu as raison, tu sais qu'à un moment, ces gens sont des lâches. Donc ils drifteront. Ils feront le changement. Le lendemain de l'armistice, on a un c'est à vous, enfin la paix. J'en suis sûr. J'en suis sûr. C'est amusant parce que je recevais récemment dans une autre émission Georges Simeone qui était candidat à l'élection roumaine, à la présidentielle. Il plaide pour la paix et la France, elle plaide évidemment en faveur de l'Ukraine avec un discours va-t-en-guerre. Qui défend vraiment l'intérêt des peuples européens dans ce cas-là? Moi, sur l'histoire de Simeone, que j'ai suivi aussi, qu'on a tous suivi en fait, cette ascension incroyable. D'abord, ce candidat, Georgescu, cette interruption, enfin le truc incroyable, entre le premier tour et le deuxième tour, une élection il accuse nommément Emmanuel Macron d'avoir saboté quand même. Voilà, mais là c'est la Cour constitutionnelle roumaine, alors peut-être elle était encouragée, mais qui interrompt une élection entre le premier et le deuxième tour, c'était dingue. Bref, Simeone a remplacé Georgescu, il a fait 41%, puis finalement il a été battu. Mais ce qui était très intéressant, moi j'ai trouvé avec Simeone, c'est la perception. Je regardais les communiqués, je regarde toujours les communiqués du Quai d'Orsay, comment ils sont faits, parce que comme on n'a pas de puissance, on n'a plus que les mots aujourd'hui. Donc on fait des déclarations. Alors d'ailleurs, souvent à géométrie variable, hein, on a parlé de Boualem Sansal tout à l'heure, par rapport à Rima Hassan, enfin bref, le discours est pas le même, alors que les situations sont comparables, mais donc on sent bien que Jean-Noël Barrot peaufine ces choses, et il y a eu, au milieu de ces déclarations, il y avait, c'était également colporté par Nathalie Loiseau, Valérie Hayé, enfin bref, les meilleurs. Voilà, on va dire les Amazones de la Macronie. Mais Jean-Noël Barrot, c'est pas un élu, c'est le ministre des Affaires étrangères de la France. Et dans plusieurs communiqués, le Georges Simeone en question, est désigné comme candidat pro-russe par notre ministre. Quand on regarde le pédigré de Georges Simeone, il était élu à l'Assemblée, à l'Europe, il est député européen, il a voté systématiquement tous les paquets de sanctions contre la Russie. Il traite Poutine de criminel. Il nous l'a encore l'autre jour fait une conférence de presse en expliquant que la Russie était un danger. Devant Darius Rojban, aussi un autre traité de pro-russe, Viktor Orban a expliqué que la Russie ne connaissait que la force et que le problème c'est que l'Europe était trop faible, donc elle pouvait pas. Bref, ces gens-là ont un passé avec la Russie qu'on oublie complètement. Et aujourd'hui, en fait, il y a une recomposition du paysage européen. C'est-à-dire, vous avez, comme ça, on vous dit, le candidat pro-russe et puis le candidat pro-Europe. Avant, vous aviez le candidat de droite, le candidat de gauche. Non, ce que vous disiez tout à l'heure. Mais pour Simeone, c'est d'une fausseté. Je veux dire, c'est un non-sens de dire que ce personnage est pro-russe. C'est n'importe quoi. Or, c'est dans le communiqué officiel de notre ministre des Affaires étrangères.
François Bousquet, parce que finalement, on ne vous a pas fait intervenir non plus. Ouais, Radouane. si, un mot, difficile de renchérir à Régis, la maîtrise du sujet. Ah, c'est vrai que sur ce la sujet, maîtrise, Régis, totalement. Alors donc, petitement, ce qui est fascinant, quand même, c'est cet entêtement suicidaire de forcené qui s'est emparé de l'esprit de l'Union européenne, de notre président. Moi, il me fait presque regretter Boris Johnson. Donc, c'est vous dire quelle est l'emprise, mais c'est à Régis que je pose la question, l'emprise de cette structure mentale des néoconservateurs qui semblent avoir traversé l'Atlantique pour fixer son épicentre à Bruxelles, en Europe. Avec toute la folie qui va avec. Oui, alors. Faire une surenchère guerrière permanente. C'est Peut-être parce que les autres ne sont plus néoconservateurs que Alors, eux. c'est très compliqué. En effet, moi, je m'arrache les cheveux aussi parfois pour essayer de déchiffrer quelle va être la politique de Trump. Mais je pense que Trump est quand même très solide sur ses bases. Mais néanmoins, vous avez les chiens de garde du néoconservatisme qui ne sont jamais loin. Quand vous avez eu cette fameuse opération toile d'araignée, vous aviez Lindsey Graham qui traînait dans le coin, quelques personnages comme ça qu'on retrouve, Mike Pompeo, ancien patron de la CIA, qui comme par hasard se trouve à Kiev, fait une visite à Kiev comme ça. Coucou, il est venu. Donc en fait, le deep state, l'État profond, est encore extrêmement présent. Trump sait qu'il ne peut pas l'abattre directement. Il lui a quand même porté des sacrés coups, mais il est déterminé à l'abattre parce que son premier mandat. Il a été complètement acculé par le même État profond, par toute la presse, dès le jour 1 de son élection en novembre 2016, il a été la cible de cet État profond. Et là, il a compris qu'il fallait qu'il soit préparé, il est mieux armé, il a un plan, il fait peur maintenant, même s'il est un peu brouillon, même s'il n'a pas des résultats partout, mais il reste encore considéré. Mais l'État profond est quand même là, essayant de profiter également des humeurs de Trump. Vous savez, Trump est un impatient. C'est la grande différence qu'il a avec Poutine dans les négociations, c'est qu'il veut tout de suite. Poutine est un homme du temps long. Poutine est un homme qui, en plus, a intérêt à faire traîner la guerre parce qu'actuellement, c'est à son avantage sur le terrain. Bon, Zelensky a aussi intérêt à faire traîner la guerre parce que c'est sa survie politique qui se joue. Donc les deux n'ont pas envie tellement d'arrêter cette guerre. Or, Trump, il voudrait, mais il n'y arrive pas. Bon, il reste comme ça et tout le monde est en train de guetter. Ça, vous verrez, au niveau européen, c'est assez flagrant. Un possible retour de Trump au bercail, c'est-à-dire dans le camp du bien, dans le retour. Moi, j'ai fait un édito l'autre jour, j'ai dit retour à la case Biden, en fait. Avec un point d'interrogation. En réalité, ça s'est pas produit puisque je pense que Trump a tissé des liens avec Poutine qui montrent que la géopolitique a changé, la tectonique des plaques a marché. Il y a eu d'abord la guerre en Ukraine qui a changé beaucoup de choses, et ensuite l'élection de Donald Trump qui est venu complètement redéfinir le rôle de l'Amérique dans le monde. Mais l'Amérique a encore des billes. Et l'Amérique, je vais vous dire, si Trump décide demain il peut très bien donner la victoire à Poutine en se retirant complètement. Aujourd'hui, l'Ukraine et l'Amérique pilotent encore la guerre. Un article incroyable du New York Times auquel je vous encourage à lire, s'expliquait, qui traitait justement de cette guerre secrète, a montré que depuis avril 2022, donc 2 mois après le début de la guerre, le centre de pilotage de toutes les opérations sur le front ukrainien se trouve à Wiesbaden, en Allemagne, où les Américains, des généraux américains, avec les généraux ukrainiens, pilotent ce qui se passe en Ukraine. C'est-à-dire que tout est décidé de façon conjointe. Les Américains, en termes d'investissement militaire en Ukraine, ont fourni 70 milliards de dollars d'équipements militaires. C'est plus que tout ce que l'Europe pourra jamais fournir. On n'arrivera jamais autant. Le renseignement américain, on ne remplacera jamais les satellites de surveillance qui cartographient à la seconde les changements sur le front côté russe. Les Américains connaissent intimement les Russes et donnent le renseignement aux Ukrainiens en permanence. Pendant 4 jours, au début des négociations, pour forcer la main à Zelensky, vous savez, juste après son humiliation à la Maison-Blanche, les Américains ont coupé ce renseignement. Ça a quand même pas mal désorganisé des choses, notamment pendant l'offensive de Koursk, où les Ukrainiens reculaient. Ils n'ont plus eu le renseignement américain. Les Français et les Anglais ont tenté de prendre la place, mais ils ne peuvent pas prendre la place. L'Europe ne peut pas prendre la place de l'Amérique. Donc si l'Amérique décide vraiment
de se désintéresser du conflit ukrainien. Et il y a des chances que ce soit possible. Je pense que ça sera l'étape suivante, ce sera son départ de l'OTAN, ce qui est aussi une possibilité. Donc on n'est pas à l'abri aussi d'un changement radical. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que l'illusion qu'entretiennent certains journalistes, je le vois sur des plateaux, que l'Europe pourrait se substituer et continuer cette guerre et peut-être la gagner. J'ai même vu un article de Foreign Policy hier où comment l'Ukraine et l'Europe seules peuvent encore gagner la guerre. Je crois qu'on en est très loin et je crois que tout ça, c'est des illusions. Mais en tout cas, ça montre bien que Trump n'est pas complètement déchiffrable, qu'il peut y avoir des surprises, mais qu'on est quand même parti sur une recomposition où l'Amérique et l'Europe sont deux entités. D'ailleurs, c'est la couverture de votre Omerta. Voilà. C'est pour ça que Poutine, voilà, à l'assaut de l'Europe. À l'assaut de l'Europe. Juste un mot pour finir, Florent Philippot. Trump, finalement, c'est l'ennemi de l'Europe. Il devrait, du coup, avoir vos faveurs. Si c'est l'ennemi de l'Union européenne, tant mieux. Tout ce qui peut nous aider à abattre l'Union européenne est le bienvenu. Mais Trump, je pense effectivement qu'il ne variera pas. Il ne faut pas oublier le 13 juillet 2024 où, juste en bougeant un tout petit peu la tête, il n'est pas mort. Il ne s'est pas pris la balle qui lui était promise. Et il y a vu, surtout dans la société américaine qui donne une place beaucoup plus importante que la nôtre à Dieu, il y a vu, je pense, vraiment un signe. Et donc, vous imaginez pas que dans ce contexte, où il est quand même vieillissant, investi d'une mission, où il fait son dernier mandat, où il est en plus maintenant convaincu qu'il est investi d'une mission divine, vous l'imaginez pas commencer à rétropédaler, à faire des choses qui seraient des petites choses, pas au niveau, quoi, à manigancer. Je pense qu'il ira jusqu'au bout. Alors, il le fera peut-être avec des détours, peut-être pas d'un bloc et très clairement, mais je remarque que jusqu'ici, à chaque fois, les médias, parce qu'à chaque fois qu'ils critiquent Poutine, les médias sont persuadés que ça y est, il a fait sa bascule, il va devenir comme Biden, ça va être formidable, etc. Et en fait, à chaque fois, il redit l'inverse juste après. Et je pense qu'il avance en fait progressivement et qu'il finira effectivement par donner le point à la Russie et qu'il finira par peut-être même quitter l'OTAN et faire ce qu'il doit faire pour que cette affaire ne dégénère pas en troisième guerre mondiale. Heureusement qu'il est là. Je pense que depuis qu'il est là, il a quand même ralenti les choses. Mais l'Union européenne est tellement dingue, se sent tellement investie d'une mission d'être un État, un pays elle-même, avec son armée, sa dissuasion nucléaire. Il y a tellement des dingues à Bruxelles. Il faut savoir qu'il y a des dingos à Bruxelles qui sont vraiment persuadés, qui sont du camp du bien, qui sont une forteresse idéologique et que eux sont très dangereux. Eux sont terriblement dangereux parce que même si tout est foutu, effectivement, s'il n'y a plus de puissance américaine, c'est foutu pour l'Ukraine. Ils iront quand même peut-être jusqu'au bout, jusqu'au dernier Ukrainien, comme aurait dit Lindsey Graham, pour accomplir leur œuvre apocalyptique. Donc je me méfie énormément de cette structure, donc je veux la disparition. Moi, je veux qu'on quitte l'Union européenne pour que cette structure disparaisse de la surface de la Terre, parce que je pense que c'est aujourd'hui la structure la plus corrompue, la plus dangereuse du monde. Bon, et ben ça c'est dit. Allez, un petit point par les dessins d'Ignace, les derniers, je pense. Si tu veux la guerre, prépare la paix. Voilà Macron. Macron et Zelensky sont très proches. Moi, je suis un clown du showbiz et toi, un clown de l'Union européenne. Enfin, mieux vaut être en campagne contre Poutine que pour sauver nos agriculteurs. On peut l'applaudir bien fort. Alors d'ailleurs, au passage, je souligne que si vous voulez, comme nos amis autour de cette table, un dessin d'Ignace, rien de plus simple, vous allez sur le site qui va s'afficher en bas de votre écran, designace.com, et Ignace se fera un plaisir de vous répondre. Juste avant de terminer, donc je rappelle donc à tout le monde l'actualité que vous aviez. Donc Régis, c'est donc la une du Omerta du dernier, donc un dossier spécial sur Trump-Poutine à l'assaut de l'Europe. Radouane, que je t'ai trouvé bien silencieux d'ailleurs dans cette deuxième partie d'émission. Non, mais parce que t'avais rien à dire. à ma gauche, il y avait Régis Le Sommier. C'est vrai. C'est pour Sur moi le l'Ukraine, plus grand ouais, expert ouais. en France sur ce conflit et sur la question. Donc, On est bien rien d'accord. à- Et donc, c'est pour cette raison qu'il n'est pas invité sur LCI, je suppose. Hein, puisqu'on invite, c'est bien connu que des spécialistes en carton-pâte, voilà, anciens généraux, d'ailleurs, tous à la retraite. Parfois, je me dis, pour l'armée, c'est peut-être pas plus mal qu'ils soient en retraite, quand même, qu'il y ait quelques généraux en retraite, quoi. Je ne sais pas trop ce qu'ils font. Ceux-là, en tout cas. En tout cas, il y en a certains qui sont grisés parce que ce conflit leur a donné une importance médiatique qu'ils n'avaient pas du tout avant. Et donc, évidemment, ils veulent que ça dure, et donc ils sont prêts à dire à peu près n'importe quoi pour continuer à aller dans le sens du vent, quoi.